Bonjour à tous. Voilà, donc je m'auto-introduis. Donc je suis Thierry Amar, éditeur d'Offre Média 100% Média. Bienvenue dans cette conférence consacrée aux écrans. Je pense que la meilleure introduction, c'est de relire l'intitulé pour qu'on ne s'évade pas du sujet, donc selon le programme. Il y aura de plus en plus d'écrans, des petits, des moyens, des grands. Aucune allusion avec la taille des personnes dans la salle. Mais ce qui compte, c'est le contenu, la manière de consommer les programmes en live, en différé, en snack. Bienvenue dans la bataille de l'attention du multi-écran. Donc pour en parler avec nous, nous allons avoir trois personnes de qualité, parce que je les connais, et de très haut niveau. Laurent Soli, directeur général de TF1 Publicité. Pierre Comte, directeur général de Figaro Média. Et Giuseppe Di Martino, qui dirige Dailymotion. Ce que je vous propose comme découpage, c'est dans un premier temps, c'est que chacun d'entre eux va venir, en tout cas, va rester là-bas, mais va présenter pendant 10 minutes son actualité et où ils en sont en termes d'écran et de développement dans ce domaine, et aussi de toute leur réflexion actuelle. Donc ça prendra environ 10 minutes chacun. Et ensuite, place au débat, tous les trois en même temps. Alors je commence par passer la parole à Laurent Soli, qui peut commencer. Je vais lancer la présentation. Merci Thierry. Bonjour à toutes et à tous. Je vais me saisir de cette petite manette. Je vous ai préparé quelques slides pour vous dire finalement comment un groupe comme TF1, qui j'espère, a compris la révolution dans laquelle il était engagé, a compris que cette révolution ne s'était pas arrêtée mais au contraire s'accélérait. Et bien, comment une entreprise de médias installée, une chaîne de télévision à l'origine, construit aujourd'hui son modèle d'abord éditorial et publicitaire et, si possible, son modèle économique, son business model dans les années à venir. Alors, comme nous sommes extrêmement multimédia, je vais essayer d'abord de faire marcher cette petite manette. C'est toi, Thierry, qui doit cliquer ? La flèche à droite. Voilà. D'abord, Thierry m'a dit, c'est quoi votre actu à TF1 ? Notre actu, c'est que, et cet élément le montre, c'est que c'est une actualité plurimédia. Ce n'est plus uniquement une chaîne de télévision, c'est un groupe plurimédia et qui cherche à travailler sur un certain nombre d'axes. Vous allez le voir, d'abord la construction de ces programmes et la capacité de les diffuser ou de les distribuer sur tous les supports, dans tous les modes de consommation, et d'accompagner cette évolution de l'ensemble des outils de commercialisation, je m'occupe de la régie, et au-delà de concevoir d'ores et déjà l'ensemble des packages plurimédia, parce que, en tout cas à TF1 Publicité, nous ne nous occupons pas uniquement de chaînes de télévision ou de plateformes audiovisuelles numériques, mais également de radio et de presse avec Métro. Nous avons sorti pour le marché il y a maintenant quelques mois une nouvelle cible d'achat qui permet de prendre en compte l'évolution de la société française, notamment en regroupant les actifs avec les enfants de moins de 25 ans. C'est une cible qui ne remplace pas la fameuse ménagère de moins de 50 ans, qu'on appelle d'abord plus ménagère, mais femme responsable des achats, mais qui complète pour tenir compte de l'évolution de la société française. Nous avons accéléré sur la définition d'indicateurs d'efficacité média et pas simplement d'indicateurs sociodémos qui fondent le marché publicitaire de la télévision depuis maintenant plus de 30 ans. Nous sommes devenus, et depuis maintenant plusieurs mois, la première régie vidéo online, et c'est bien sûr un terrain pour nous d'exigence et de conquête extrêmement forte. Nous avons lancé, je suis très fier avec Pierre, qui est à ma gauche, une société extrêmement importante pour nos groupes médias, qui est le premier ad exchange de médias, La Place Média, il y a maintenant quelques mois, avec nos amis du Figaro, d'Amaury, Lagardère, et nous ont rejoint plus d'une dizaine de groupes médias. C'est un enjeu, on va en parler, absolument considérable pour nous dans la monétisation et la compréhension du monde digital. Nous sommes, je crois, aujourd'hui significativement en tête sur les problématiques de connexion d'écran entre eux. Nous avons présenté il y a maintenant une dizaine de jours au marché publicitaire et à la presse le produit MyTF1 Connect qui permet de connecter en live l'ensemble de nos écrans et l'ensemble de notre flux linéaire de télévision avec le second écran. Vous savez qu'aujourd'hui, près ou plus de 56% des Français regardent la télé avec un autre écran dans la main. Et nous sommes là en avance par rapport à nos concurrents, mais aussi plutôt en avance par rapport aux groupes étrangers. Et puis sur la radio, ça c'est un petit clin d'œil, nous avons encore agrandi notre pôle de radio, puisque je vous conseille et je vous recommande maintenant d'écouter MFM, puisque nous commercialisons les écrans de cette station nationale.
Le choc pour nous est bien sûr, mais je parle devant des professionnels, la transformation extrêmement rapide du monde des médias et la transformation des écrans. Ce n'est pas une évolution, c'est une révolution, aujourd'hui sociale, industrielle. Ça a été une révolution technologique. 6,2 écrans par foyer en 2012, c'est plus de 2 par rapport aux 7 dernières années. Et une croissance exponentielle sur les smartphones et les tablettes que vous voyez sur ce slide. Vous connaissez les chiffres, mais notez surtout la vitesse d'acquisition de ces supports et la vitesse de transformation des modes de consommation. Si nous imaginons qu'il y a 3 ans à peine, la plupart des Français n'avaient pas et ne pouvaient même pas avoir de tablette, et le smartphone commençait à peine à décoller, vous voyez à quelle vitesse se créent des marchés de masse qui transforment complètement nos industries et nos entreprises, avec un phénomène que nous n'avions pas tous pressenti au départ, qui est également le phénomène du multitasking. Cette explosion des écrans transforme la consommation des entreprises audiovisuelles. Et je dis bien volontairement entreprises audiovisuelles parce que le terme finalement de télévision qui rapporte au poste de télévision est souvent en soi trop restrictif. Voilà les chiffres et le bilan qu'on peut tirer, nous, groupe TF1, des consommations sur les nouveaux devices au cours des derniers mois. D'abord, je veux rappeler, notamment s'il y a des annonceurs dans la salle, que nous touchons quand même 32,5 millions de téléspectateurs chaque jour et que nous avons fait un excellent mois de janvier 2013, j'en profite pour le dire, puisque nous avons des audiences en augmentation. Mais également, vous le voyez, sur les téléconnectés par les box opérateurs, l'année 2012 a été celle de la croissance extrêmement forte. La France est le pays qui a le taux le plus important d'équipement de box ADSL. C'est aujourd'hui plus de 11 millions de foyers. C'est le premier marché en réalité de la téléconnectée. Et c'est bien naturellement sur ces supports que se sont développées les consommations de vidéos. Pour nous, sur notre service MyTF1, vous voyez les chiffres, la consommation est impressionnante. Mais également sur écran d'ordinateur ou sur écran de mobilité, tablette ou smartphone, nous sommes aujourd'hui dans un univers à 6 écrans. La télé classique, la télé connectée, soit OTT ou box ADSL, le smartphone, les tablettes et l'écran d'ordinateur. Nous devons concevoir nos programmes, nos produits, nos échanges sur la social TV, vous allez le voir, et nos modèles industriels sur l'ensemble de ces supports qui engendrent notamment pour les régies publicitaires une transformation extrêmement forte dans la promesse adressée aux annonceurs. La nôtre est simple, nous voulons vous apporter la puissance de ces écrans de mass média et demain, de mieux en mieux, l'affinité de cibles extrêmement performantes et extrêmement héroïstes. Aujourd'hui, nous cherchons à développer la plus belle offre audiovisuelle pour les marques. Alors quand je dis pour les marques, c'est un terme à 2 sens. Pour les marques de programmes, là je vous ai mis l'exemple de Danse avec les stars, saison 3, mais pour les marques annonceurs, avec une promesse qui est celle de pouvoir toucher le plus efficacement possible les consommateurs français, qui sont nos téléspectateurs. Un programme comme Danse avec les stars, aujourd'hui, est totalement conçu pour 4 ou 6 écrans. Il est totalement digitalisé. Mais la télévision elle-même est digitalisée puisque son signal, vous le savez, est définitivement et totalement numérique. Vous voyez ici les chiffres de vidéos, de lecture et de consommation de ce programme au cours de la saison numéro 3 qui a montré une augmentation des consommations sur chaque support. Avec un atout pour nous extrêmement fort, c'est que plus vous vous déployez sur les autres supports, moins en réalité vous abîmez l'écran historique, mais au contraire, vous allez le renforcer parce que vous faites venir de nouveaux téléspectateurs devant le poste de télévision. Ça, nous y croyons beaucoup, à la complémentarité des écrans ensemble. C'est donc plus de consommation pour nous de nos programmes, mais surtout, c'est une consommation différente. Le volume est supérieur, mais la nature de la consommation n'est pas la même, car vous ne consommez pas la télévision classiquement comme vous la consommez en catch-up TV ou comme vous la consommez dans l'univers de partage qu'est la social télé. Je ne veux pas vous citer l'ensemble des vidéos vues ou des scores moyens d'audience qui ont été réalisés par ce programme, mais je voulais juste vous mettre ces chiffres pour appeler votre attention sur ce fait-là, que le développement est complémentaire de l'ensemble des écrans. Que quand vous détenez des contenus premium, et c'est bien l'enjeu pour nous, vous avez la capacité aujourd'hui, notamment quand vous êtes une marque forte comme TF1, de générer des audiences sur tous les écrans et de façon extrêmement puissante. Ce n'est pas simplement
une marque audiovisuelle, ces programmes-là, destinés à tous les écrans. C'est une nouvelle expérience de consommateur qui se développe. Et c'est bien ça l'important. La télévision, qui est par nature, ou le programme de télévision, la rencontre et le lieu de fabrication du lien social, trouve une expression extrêmement puissante, extrêmement évidemment intéressante pour nous, à travers les réseaux sociaux et la social télé. D'abord parce que le programme n'est pas uniquement conçu pour une diffusion à 20h50. Ça, c'est terminé. Le programme commence avant, sur d'autres écrans, où il a raconté une nouvelle histoire, une histoire différente du programme de télévision, où les téléspectateurs commencent à voir les premiers éléments des programmes. J'ai vu que tout à l'heure, le groupe a annoncé les premiers candidats ou les premières voix de The Voice. C'est samedi à 20h50, mais le programme a déjà débuté aujourd'hui. Et vous le voyez, cela permet de générer bien sûr un buzz, une discussion, un partage qui va nourrir et préparer l'audience de la chaîne de télévision classique. Mais cela enrichit également le programme entre les diffusions de Prime. Le programme s'interrompt peut-être à 23h20 le samedi, mais continue toute la semaine sur les autres écrans. Vous découvrez des bonus, vous découvrez des candidats, vous pouvez découvrir évidemment des émissions complémentaires, finalement au cœur même des programmes. Vous, comme diraient les marketeurs, vous avez un stretching de la marque extrêmement puissante. Vous allez tirer la marque, vous allez accompagner le consommateur car il veut voir ce qui se passe derrière. Il veut voir ce qui se passe quand l'émission s'arrête sur le poste de télévision. Et puis bien sûr, c'est un enrichissement, c'est là une des grandes nouveautés et une grande force de la social télé, pendant le programme lui-même. Ce qui est très intéressant, c'est que quand nous avons conçu les afters, quand les programmateurs, les éditeurs de TF1 ont conçu les premiers afters d'émissions, c'était absolument réservé pour les écrans digitaux. Il fallait que ça soit après, un after, mais sur le poste ordinateur. Et si vous observez, la puissance de ces moments de rencontre après a finalement nourri une vraie attente du téléspectateur, et ces afters maintenant sont sur le poste de télévision, après l'émission. C'est le cas pour Danse avec les stars, et c'est le cas pour d'autres émissions. La stratégie digitale d'un groupe comme TF1, elle doit être extrêmement conquérante. Longtemps, les entreprises installées de télévision ont considéré ou se sont interrogées sur cette révolution digitale elle-même. Elles en ont vu un risque, elles en ont vu finalement le contraire même du métier historique, qui est de faire des grilles de télévision linéaires et de promettre un rendez-vous à 20h et puis de promettre ensuite un rendez-vous à 20h50 qui est le prime, et que la délinéarisation elle-même était même contraire à ce métier-là. C'est terminé. Et c'est terminé, heureusement pour nous, depuis longtemps. Nous sommes et nous devons avoir une stratégie digitale conquérante éditorialement. J'ai essayé de vous le démontrer à travers un exemple. Nous avons essayé, et nous essayerons bien sûr de poursuivre ces innovations sur le second écran, le multitasking, l'interactivité, mais nous devons également déployer nos forces, que sont nos audiences et nos contenus premium, sur le modèle publicitaire et sur le modèle de monétisation. C'est un enjeu considérable. Nos concurrents sont puissants. Ce n'est plus forcément France Télévisions, mais c'est de plus en plus Google. Et il faut l'assumer. Et il faut aller chercher notre particularisme que nous avons, nous, médias français, face à ces acteurs-là. Et c'est pour cela qu'avec, vous le voyez, dans la troisième brique, nous avons développé de nouveaux outils avec des partenaires médias, et notamment le groupe Le Figaro, qui a été en pointe sur la digitalisation. Mais Pierre vous le dira. Nous innovons fortement sur les nouvelles façons de consommer la télévision, mais également de pouvoir donner aux marques annonceurs la capacité de s'exprimer différemment, de construire de nouveaux produits publicitaires, car qu'est-ce que la publicité, si ce n'est finalement la rencontre d'une marque et de son consommateur, ou de son consommateur potentiel. Nous devons apporter de nouveaux outils de consommation des marques, et nous sommes extrêmement fiers d'avoir été le premier groupe de télévision qui a signé un partenariat il y a maintenant quelques mois avec Shazam pour shazamer la pub dans ce néologisme magnifique. Mais nous sommes extrêmement fiers d'avoir présenté, conçu l'outil MyTF1 Connect qui rassemble sur le second écran et sur l'application de TF1 l'ensemble de la vie numérique d'une chaîne, c'est-à-dire son flux live, ses bonus complémentaires, la social TV et la capacité d'accompagner l'expression des marques annonceurs. Nous devons en faire un outil de croissance pour nos modèles économiques et de continuer à croître dans les inventaires et dans les chiffres d'affaires. C'est pas facile,
mais c'est notre mission quotidienne. Vous voyez ici les scores que nous avons eus en 2012. Alors ça nous fait plaisir, mais le chemin est extrêmement long encore, car il s'agit de la refondation de nos business models. Voilà l'enjeu d'un groupe comme TF1. Si j'ai pu vous convaincre que cette entreprise était aujourd'hui un groupe plurimédia, qu'il se sentait totalement digitalisé au sens où son expression éditoriale et publicitaire se déroule évidemment sur l'ensemble des écrans, sur l'ensemble des modes de consommation, eh bien j'en serais extrêmement heureux et je vous remercie de votre attention. Merci Laurent, j'ai plein de questions pour après, j'espère avoir le temps de les poser. On va donner la parole à Giuseppe de Martino pour Dailymotion. On va passer de l'écran linéaire à l'écran un peu plus petit, quoique. Il va sans doute grandir. Qui nous éclaire sur sa stratégie et sur l'actualité de Dailymotion, si possible en moins de 10 minutes. Merci. Alors oui, c'est à moi de programmer, pardon. Voilà. Formidable, merci Thierry. C'est toujours difficile de parler après Laurent. Je vais essayer de faire une slide pour commencer, et puis on va voir si on continue, si sur la digestion vous avez envie de continuer d'avoir plus d'informations. Là, je vous abreuve vraiment de chiffres pour que vous ayez une vraie vision de ce que représente réellement Dailymotion. Dailymotion, on est né maintenant il y a un peu plus de 6 ans, et tout de suite on s'est pensé international. Donc les chiffres qu'on peut donner ne sont que pour partie représentatifs de notre activité en France. Donc, premier chiffre vraiment important, j'en retiendrai que 2 ou 3, c'est les 110 millions de visiteurs uniques mensuels, dont seulement, en quelque sorte, 15% en France. Notre premier marché est aujourd'hui définitivement les États-Unis, et la France, selon les mois, arrive en deuxième ou troisième position. Deuxième chiffre crucial, c'est le nombre de vidéos streamées, vues, diffusées. Je ne sais pas quel est le terme approprié par mois. C'est environ 2,5 milliards donc de vidéos qui sont vues chaque mois par nos utilisateurs. Donc je ne dis pas simplement les internautes, comme on va le voir, il y a d'autres supports bien naturellement. Donc chaque minute qui passe, et il s'en est passé quelques-unes depuis qu'on a tous pris la parole, 3 heures de vidéos sont mises en ligne. Là aussi, vous ayez une idée vraiment plus précise de la masse d'informations, de la masse de contenu qui peut transiter sur nos services. Enfin, dernier chiffre, et on en est toujours assez fiers parce que ce n'est pas forcément su en France, c'est plutôt les acteurs chinois, les acteurs américains qui, dans le palmarès des 30 sites les plus visités dans le monde, trouvent toujours cet intrus d'origine française, Dailymotion, parmi eux. Donc oui, nous sommes parmi les 30 sites les plus visités dans le monde et le premier européen. Les autres sont donc américains ou chinois. Donc, à partir de tous ces chiffres, on pourrait presque s'arrêter là, hein, se dire c'est à vous de tirer vos conséquences. Que fait-on à partir d'une audience telle, à partir d'un afflux d'informations comme celui-ci? Alors, le début de réponse, hein, c'est déjà d'expliquer comment ces vidéos sont vues, qui les met, et c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Donc, première chose, on s'est tout de suite pensé multi-écran. Hein, donc ça tombe bien avec cette table ronde et le sujet de cette table ronde. On s'est toujours pensé multi-écran. Dès les premiers jours 2006-2007, le PC, l'ordinateur n'est qu'une étape. Il nous a paru crucial, primordial d'exister sur les mobiles. On ne parlait pas encore de tablettes. Et assez vite, nous avons développé de différentes applications. Et aujourd'hui, c'est près de 20% de notre audience qui se situe sur mobile, tablette. Et évidemment, c'est un chiffre qui croît chaque mois et qui, pour certains pays comme les États-Unis, peut atteindre 30% de notre audience sur des supports non filaires. Les axes qu'on peut presque présupposé pour 2013, c'est toujours le développement des consoles de jeux, hein, qui deviennent aussi une façon de découvrir des contenus autres que celui proposé par le fournisseur de la console, en quelque sorte. Et évidemment, l'IPTV, la télé connectée. On a eu la chance, étant un des rares
opposant, en tous les cas un concurrent du géant américain. On a eu la chance dès 2007, hein, ça paraît très loin, d'avoir été contacté par les grands constructeurs de télé pour, avec eux, lancer les premiers services de télé connectés. Donc on est présent sur toutes les télés connectées possibles et imaginables. Le marché est prometteur depuis 2007, le marché est balbutiant depuis 2007, et tous les ans, on pense qu'on y arrivera, que ça sera enfin un service qui, au-delà de l'usage qu'on peut en faire, qui nous rapportera de l'argent, hein, puisqu'on n'est quand même pas une association philanthropique. On développe ces services pour au final gagner de l'argent, et on s'aperçoit, notamment en France, sur la télé connectée, que les annonceurs, les régies pensent que les annonceurs, les régies Internet, par exemple, pensent que la télé connectée, c'est de la télé. Et les annonceurs, les régies télé pensent au contraire que la télé connectée, c'est de l'Internet. Donc le jour où on arrivera un petit peu à rassembler toutes ces positions, on pense qu'il y a un vrai avenir. Par exemple, en France, hein, je peux vous donner un chiffre, en France, c'est à peu près 400 000 vidéos vues par jour sur les télés connectées. Donc il y a un marché balbutiant, mais quand même en devenir. Alors, il y a toujours un moment où ça ne marche pas. Voilà. Alors, comment on est arrivé là? C'est 2,5 milliards de vidéos vues. Je ne l'ai pas donné comme chiffre, mais vous avez dû le lire. Un peu plus de 32 millions de vidéos disponibles à l'instant T. On a une stratégie, hein, je vais assez rapidement, en 3 silos. D'une part, bien évidemment, ce qu'on appelle l'UGC, l'User Generated Content, les films de vacances, le sourire du petit dernier, la communion de l'aîné, qu'on partage, hein, qu'on n'utilise pas les fonctions forcément privatives. On est fiers, hein, c'est le fameux Web 2.0, on n'utilise plus ce terme, mais c'est quand même cette envie d'aller vers les autres et de mettre en avant ses passions, ses envies et ce qu'on aime. Et ça reste un silo toujours très important dont le succès ne fléchit pas, hein. On continue à mettre en ligne nos vidéos. On a à peu près 70 millions de personnes qui continuent à mettre en ligne régulièrement des vidéos, à les commenter, à les transmettre, à voter sur leur succès. C'est une vraie famille en quelque sorte qui ne connaît pas les frontières. Là aussi, c'est important. Les images parlent à tout le monde. Ensuite, le deuxième silo pour nous qui a été fondamental dans notre développement, c'est les motion makers. Alors, le terme est un peu incongru, c'est un peu du néologisme. C'était un moyen de démontrer qu'à partir d'Internet, du contenu de qualité pouvait exister et qu'on pouvait notamment servir en quelque sorte de radio-crochet numérique, que les médias plus traditionnels pouvaient venir piocher des talents naissants, pas forcément connus par les médias les plus puissants. Donc parmi ces 50 000 motion makers, on a eu quelques... Excuse-moi, Giuseppe, je peux t'interrompre? Bien sûr. Est-ce qu'on peut tout petit peu accélérer parce qu'il y a le temps de sûr. Pierre et le temps de la table ronde derrière. Merci beaucoup. Donc, je passe sur les motion makers. Les official users, c'est les partenaires officiels. Hein, ça va de Deutsche Welle en Allemagne à RTL ou bien évidemment France Télévisions ou Disney aux États-Unis par exemple. Bon, qui regarde Dailymotion, je ne sais pas si on vous donnera accès à cette slide, si vous pouvez la conserver. Bon, en tous les cas, les chiffres sont assez clairs, c'est un peu tout le monde, hein, c'est devenu quelque chose d'assez généraliste. Il est loin le temps où les plateformes vidéo étaient pour les adolescents boutonneux. Tout le monde regarde, tout le monde met en ligne. C'est devenu, comme on dit, mainstream. Voilà. Alors, pour communiquer sur Dailymotion, hein, on a 2 régies internes, une en France, une aux États-Unis. On a des campagnes, bien sûr, in-stream, de l'habillage, de l'opération spéciale, notamment à travers les motion makers, donc avec des contenus ad hoc, customisés, singularisés, faits ex nihilo pour des annonceurs. Et un petit peu le scoop pour Offre Média qu'on annonce presque en primeur aujourd'hui. C'est l'ouverture dans les prochaines semaines d'un studio, à savoir dans plein cœur de Paris, rue du Cherche-Midi. Hein, on a trouvé 600 mètres carrés magnifiques où on va à la fois permettre à nos partenaires annonceurs de faire
leur fameux contenu brand content avec notre expertise technique. On va permettre à nos motion makers de bénéficier d'une infrastructure qui leur permettra de trouver des bancs de montage, des studios vraiment faits pour eux. Et enfin, on espère participer à travers ce studio à l'éclosion de nouvelles séries, de web-séries pour lesquelles on sera prêt à mettre un petit peu d'argent. Voilà ce que promet notre année 2013. Merci Giuseppe. On va passer maintenant à la vision d'un groupe de presse. On a hâte d'entendre la vision d'un groupe de presse par rapport à tout ce qu'on a entendu. Pierre Comte. Oui, bonjour. C'est déjà un achievement pour nous d'être entre Dailymotion et TF1 pour parler d'écran. On peut s'arrêter là. Moi, j'ai 2 casquettes au groupe. Donc, je dirige les activités publicitaires et je dirige le développement digital. Juste pour vous donner, peut-être ça vous surprendra, on fait 25% de notre chiffre d'affaires sur le numérique aujourd'hui, sur le groupe Figaro, entre les activités d'annonces classées, de e-commerce et puis le Figaro.fr. J'ai plutôt fait une présentation d'éditeur pour vous parler de la marque Figaro et de comment nous abordions les news. Tu veux, voilà, j'espérais que tu cliques pour moi parce que j'ai la trouille de... Ça marche. Ce chart, il est assez simple. Il est une information qui est sur tous les devices. Il manque d'ailleurs ah non, elle est en bas, la télé connectée. Évidemment, on compte, nous, le papier comme un device, hein, comme un écran, si vous voulez, un écran mobile au passage, et on finit par l'oublier. 3 principes sur ce chart. Le premier, c'est qu'il est animé par une rédaction unique. J'aime bien reprendre le terme de Canal+, de création originale. On aime ou on n'aime pas notre contenu, mais il est à nous, il a sa ligne éditoriale, nous en avons les droits sur tous les écrans et tous les pays. Et c'est d'abord la condition de l'intégration d'un groupe média. Le deuxième, c'est que, so far, un nouvel écran ne nuit pas à l'autre. Nous avons cette année un OJD de diffusion payée en hausse, des audiences presse en hausse, un web qui a été au record à 10 millions et des brouettes, un mobile qui a multiplié par 2, une tablette qui a multiplié par 9. Donc on a plutôt un aspect globalement positif sur la marque. Et le dernier point, c'est que sur ce schéma, nous conjuguons des espaces gratuits et des espaces payants. Grosso modo, vous pouvez retenir que tout ce qui a la structure du journal, c'est-à-dire les maquettes du journal, et notamment les liseuses, les PDF, sont payantes, le reste étant gratuit, mais produit par la même rédaction, ce qui veut dire la même qualité, des différences, mais la même qualité et la même originalité au sens réel du terme. On a été très aidé, ou plutôt nous sommes très aidés en ce moment, vers le stretching sur tous les écrans, bien sûr par le responsive design que vous connaissez tous, là où nous étions contraints de multiples développements, mais les choses certes coûtent un peu plus cher à l'unité au départ, mais sont quand même beaucoup plus fluides. Et bien sûr ça, plus la rédaction intégrée, ça a changé le potentiel de production de notre maison. Et puis malheureusement, je ne peux pas te donner un scoop, je vous donne juste un scoop sur la date. Puis je n'aurai pas le côté pédant avec mes deux partenaires de parler de vidéo. Ceci étant, les groupes de presse sont bien confrontés au challenge de la vidéo, et donc je vous donne rendez-vous le 28 mars, mais c'est Alexis Brézé, le patron de la rédaction chez nous, qui présentera le programme Figaro TV, c'est-à-dire notre vision à nous de la vidéo intégrée à l'écrit au service de l'info. Quelques chiffres. Évidemment, nous, Figaro, on est sur une population, appelons-la CSP+, upper class, au revenu, comme vous voudrez. On a la chance d'être sur une population qui était évidemment suréquipée, et qui sera d'ailleurs suréquipée dans les nouvelles télés, de la même façon qu'elle l'est aujourd'hui sur les tablettes. Ce qui est formidable pour nous, c'est qu'on voit que sur le temps digital, l'information est presque la première motivation, et donc notre territoire est un territoire large. Et puis là, je vous donne quelques éléments simplement pour que ce sont des nouveaux chiffres pour nous et qui évidemment vont driver la façon dont nous produisons l'info. Aujourd'hui sur le mobile, 78% des utilisateurs de l'info, de l'appli Figaro, ont une alerte, ce qui veut dire que nous sommes confrontés aujourd'hui sur le mobile
à une guerre de la rapidité, de la vitesse de l'info. Ça change tout. Et autre élément, par exemple l'iPad, 20% le soir au lit. Vous savez qu'on présente la version, la liseuse du Figaro la veille à 22h. Bon voilà, du point de vue publicitaire, on peut se poser la question d'ailleurs, si on parle de la même façon, à la même personne qui se réveille avec son mobile et qui s'endort avec sa tablette. On peut se poser des questions, c'est intéressant. Et c'est cette réflexion qui est traduite dans ces courbes. À la limite, la courbe vous importe peu, mais nous sommes en train, évidemment, et je pense que tous les groupes médias le font, c'est ce qu'a illustré Laurent tout à l'heure, de définir une sorte d'itinéraire du consommateur Figaro tout au long de la journée. On voit bien qu'il y a des prime time très différents selon les écrans et selon le papier. Vous voyez, c'est une présentation d'éditeurs. Ceci étant, nous vivons par la pub. Notre réflexion, je la mettrai simplement là, c'est que dans le principal service, en tout cas notre promesse auprès des éditeurs, c'est de dire on va s'efforcer de traiter vos campagnes comme nous traitons nos contenus, c'est-à-dire à partir du moment où nous connaissons, nous monitorons la consommation de nos contenus. La meilleure façon de mettre les points de connexion, c'est sans doute d'avoir des réflexions sur les campagnes de publicité qui suivent au maximum ces courbes. Voilà. Merci Pierre. Alors, second tableau, merci d'avoir été bref. Pour la peine, je te laisse la parole. C'est une traîtrise. Alors, tu as rappelé 25% du chiffre d'affaires réalisé dans le digital. Est-ce que ça veut dire qu'on arrive à rentabiliser l'activité digitale en soi? Oui, bien sûr. D'abord, on a eu la chance... ou la réussite, nous avons transformé notre business d'annonces classées. Alors, ce n'est pas un business qui est partagé par tout le monde, des annonces classées payantes. Vous savez que c'était la richesse des groupes de presse. On a su la transformer avec la création d'Aden Classified, qui est devenu Figaro Classified, qui fait maintenant 70 millions et quelques de chiffre d'affaires numériques en annonces classées, avec tous les sujets qu'il peut y avoir sur les annonces classées aujourd'hui, et qui évidemment est rentable, voire très rentable. Et sur le développement du numérique, du Figaro.fr, on a fait quelques petites acquisitions. On est là aussi rentable et surtout, c'est un développement de chiffre d'affaires, une croissance qui permet, bien sûr, notre sujet, c'est d'avoir la capacité d'amortir le coût d'une rédaction nombreuse, professionnelle, expérimentée. Et on aurait pu le faire qu'avec cette extension. Donc il y a beaucoup de nuages, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup d'angoisse, notamment dans la cohabitation de nos groupes avec les géants américains, notamment Apple dans la distribution et Google dans la publicité. Mais ma foi, on est plus optimiste sur le Figaro et sur l'avenir du groupe Figaro et donc d'un groupe de presse en 2012, me semble-t-il, malgré la crise de la publicité, qu'on ne pouvait l'être en 2005-2006. Même question pour Laurent. Laurent, tu as décrit toutes les innovations, les Shazam, les Connect, et on en a une tous les 3 mois, donc c'est formidable. Mais en même temps, l'inventaire publicitaire n'est pas extensible et n'est pas forcément ouvert à toutes ces innovations. Comment on rentabilise chez TF1 ? D'abord, nous pensons que c'est d'abord un marché de l'offre. C'est-à-dire que le travail que nous essayons de faire en tant que régie, mais nous ne sommes évidemment pas les seuls à le faire, c'est d'essayer de comprendre l'évolution rapide de la consommation médiatique des ménages français et de pouvoir apporter aux annonceurs les meilleurs produits pour pouvoir exprimer les valeurs des marques ou leurs messages globaux auprès des consommateurs. C'est d'abord ça la première réflexion. Évidemment que c'est une réflexion naturellement qui va être une réflexion de chiffre d'affaires et de rentabilité. Nous sommes là pour faire vivre nos entreprises et les développer. Mais d'abord, et c'est bien d'ailleurs la complexité du sujet, c'est quels sont les bons outils, les bons produits, appelons-les produits publicitaires. Moi, je préfère le terme un peu élargi de produits de communication des marques annonceurs pour pouvoir exprimer leur message auprès des consommateurs français. C'est d'abord ça le premier sujet. Alors, quand on lance une expérience et un produit qui met en connexion le spot classique de télévision que vous voyez avec l'écran que vous avez dans la main, ça nous permet d'inventer et peut-être d'imaginer dans les semaines et les mois qui viennent la nouvelle façon pour
les marques de communiquer avec les consommateurs ou pour les consommateurs de demander à la marque plus d'informations promotionnelles, plus d'informations sur les produits, d'être aussi un acteur de la marque. Après tout, les réseaux sociaux le montrent et commentent tous les jours. Donc la première réflexion, c'est d'essayer de comprendre ce que cette transformation, pour pas dire cette révolution, apporte comme modification de la consommation et donc naturellement de la modification des messages publicitaires. Si c'est le titre de la conférence, on parle de révolution. Ce n'est pas une révolution uniquement pour les éditeurs, c'est une révolution pour l'ensemble du marché. C'est une révolution industrielle, économique, de modèle, c'est une révolution sociale dans la consommation des médias. Regardez la présentation que vient de nous faire Pierre, mais qui aurait pu, et il faut féliciter d'ailleurs toutes ces équipes, qui auraient pu penser voir la présentation d'une marque comme Le Figaro il y a quelques années et ces enjeux-là. Donc le mouvement est très fort. Et les groupes français, d'ailleurs, sont extrêmement à l'offensive sur ces sujets. Mais la première réflexion sur la question, c'est d'abord une question de l'offre et du marketing de l'offre. Et puis ensuite, on y viendra certainement, une fois qu'on a essayé de construire un produit, on va chercher quand même, à mesurer s'il est efficace et à prouver à nos annonceurs qu'en venant chez nous, ils auront évidemment la plus grande efficacité commerciale et si possible d'achat de leurs produits. Effectivement, on reviendra à la mesure d'audience un peu plus tard. GCP, en tant que pure player, vous, votre modèle, il est déjà établi sur ce type de diffusion, mais plus le temps passe, plus vos impératifs d'innovation sont importants. Alors, jusqu'où ça va aller et quels sont pour vous les impératifs pour la rentabilité? Sur quoi sont basés vos paramètres? C'est l'investissement programme, c'est la techno? Notre savoir-faire premier, c'est un lecteur vidéo. À partir de ce lecteur vidéo robuste, largement exportable, on a pensé pouvoir se positionner sur d'autres offres. Des offres payantes, du paiement à l'acte. Par exemple, France Télévisions a choisi de rendre accessible sur Dailymotion en France Plus belle la vie. On peut acheter des épisodes à l'acte et on a annoncé, ou plutôt on va annoncer dans les prochains jours, le lancement d'une offre de SVOD, donc de VOD payante mais sur abonnement en Turquie sur la base de long métrage. Alors pourquoi en Turquie et pas en France ? On va dire en deux mots que le cadre réglementaire est plus souple en Turquie. On bénéficie d'une alliance avec un partenaire local qui connaît bien les arcanes de la distribution cinématographique turque et on arrive rapidement à faire quelque chose. En France, on a lancé à Noël une application payante sur abonnement, donc de la SVOD, sur tablette, destinée aux enfants. Ça s'appelle Kid Plus. Et c'est un prix modique, ça permet d'avoir accès à plus de 2000 dessins animés à destination des enfants. Donc ça, c'est des pistes. On essaye aussi de proposer à des acteurs ayant besoin de la vidéo et voulant lancer leur propre service des offres en marque blanche. Je reprends encore... Et Laurent n'y voit pas d'offense, mais l'exemple de France Télévisions qui a choisi Dailymotion comme son player en marque blanche pour son site France Télé Info. Donc c'est toutes ces initiatives qu'on essaie de mettre en place pour diffuser le fait que quand vous voulez faire de la vidéo, notamment en France, il y a déjà un acteur qui fait ça depuis quelques années et qui a démontré au niveau international cette robustesse et cette élasticité en quelque sorte. Donc on va venir à la mesure d'audience. Alors on est actuellement sous plusieurs mesures d'audience pour tous ces écrans. On parle de deuxième, troisième écran, mais c'est deuxième, troisième mesure d'audience aussi. Entre médiamétrie pour le linéaire, médiamétrie pour le replay, médiamétrie pour la vidéo, médiamétrie pour le mobile. Comment vous en sortez pour mesurer tout ça, Laurent? C'est quoi la sortie de toutes ces multitudes de mesures d'audience? Alors d'abord, je vais essayer de ne pas vous donner la migraine, parce que c'est un sujet extrêmement compliqué. Et je vais essayer plutôt de vous dresser les quelques grandes lignes de ce que nous cherchons à faire, parce que sinon ça va être peut-être un peu complexe et rébarbatif. Bon, d'abord, évidemment, le sujet de la mesure de ces audiences-là est un sujet absolument central, stratégique pour nos entreprises, parce que une bonne mesure d'audience validée par l'ensemble du marché permet d'ouvrir l'ensemble du marché et de créer un marché économique. C'est la création du panel Mediamap pour médiamétrer les chaînes de télévision, etc. Donc, c'est un sujet considérable, stratégique.
de la vitesse des écrans de la consommation délinéarisée est allée plus vite que les outils de mesure eux-mêmes. Et ça s'explique absolument légitimement par la complexité des mesures délinéarisées. Catch-up sur ordinateur, catch-up par box opérateur, il n'y a pas les mêmes opérateurs, catch-up en mobilité, tout cela n'avance pas à la même vitesse. Donc il y a en effet un décrochage, un écart entre la consommation réelle, les chiffres que vous avez vus tout à l'heure de consommation nouvelle, et la mesure. Donc troisième élément, notre objectif, avec Médiamétrie, avec nos autres confrères des autres groupes de médias, c'est d'avancer sur des outils de mesure stabilisés, extrêmement forts, validés par l'ensemble des acteurs, pour pouvoir ensuite permettre, bien sûr, le développement des chiffres d'affaires, mais sur ces bases-là. Il y a beaucoup de débats, bien sûr, entre nous. Il y a, je pense, des avancées. Médiamétrie a fixé un certain nombre d'objectifs pour 2013, 2014, 2015, sur la mesure essentiellement de la télévision dite de rattrapage, la catch-up TV. Nous sommes également en travail avec Médiamétrie, nous espérons déboucher dans les prochains mois sur ce grand débat du monde publicitaire sur le GRP vidéo, mais il faut y aller avec précaution, car sinon nous allons mélanger des choses qui n'ont rien à voir entre eux, et nous ne pouvons pas nous tromper. Parce que les outils de mesure, c'est derrière nos produits et nos promesses pour nos annonceurs. Donc c'est un chantier qui est stratégique, qui doit évidemment être accéléré, mais accéléré sur des bases extrêmement stables, validées par l'ensemble des acteurs et qui sont ensuite des standards de marché pour créer des marchés comparés, où nous pouvons comparer des mesures aux autres, ce qui n'est pas aujourd'hui totalement le cas. Ce qui pose des problèmes au niveau commercial, j'imagine, quand on vend dans Danse avec les stars, on vend d'un côté du GRP, de l'autre de la vue, de l'autre du CPM. Oui, et évidemment, ça pose des difficultés parce que de plus en plus, nos annonceurs nous demandent aussi ce que nous faisons, mais la capacité d'avoir des deals uniques. Ils rêveraient, et nous y arriverons, à pouvoir comparer le GRP de la télévision au GRP vidéo, mais la vidéo sur les nouveaux écrans, il y en a de plusieurs sortes, et des publicités qui accompagnent des contenus extrêmement différents. Tout à l'heure, on l'a vu sur des présentations comme le in-banner, le in-stream, les habillages, etc. Donc il faut avancer à la fois vite, mais de façon extrêmement robuste et solide. C'est l'enjeu finalement qui nous est lancé. Je pense que dans les prochains mois et les 2 prochaines années, nous aurons basculé de plus en plus dans un monde qui pourra avoir des outils de mesure extrêmement consolidés sur les différents supports et de plus en plus robuste. En tout cas, c'est évidemment notre objectif. Et c'est notre intérêt. Parce que quand nous avons des millions de vidéos vues sur nos contenus délinéarisés, quels que soient les supports, nous, on a évidemment très envie de pouvoir avoir des outils de mesure encore plus fiables et qui auront certainement l'avantage pour nous de pouvoir construire également les produits commerciaux et publicitaires qui assureront l'efficacité et la comparaison pour les agences médias et les annonceurs, qui est indépassable, nécessaire pour eux. C'est un chantier fondamental. On y est engagé extrêmement fortement et on va évidemment aboutir et développer ces nouveaux outils dans les prochains mois, mais c'est technique, compliqué, mais nous avançons. Alors Pierre, toi, tu as un avis sur la question. Forcément, tu es patron d'Audipresse, en plus. Président d'Audipresse, ça ne veut pas dire patron. Ouais. Enfin, mais non, mais on a le sujet, je crois que Laurent a bien décrit les choses. Après, il y a donc un cran de plus qui est le croisement des audiences de la presse, et notamment de One, qui est quand même une avancée très très forte de la presse, qui est vue comme l'audience la plus puissante, la plus solide en Europe, avec Médiamétrie. Mais là, il faut qu'on attende un petit peu les différents chantiers qu'il y a chez Médiamétrie pour pouvoir croiser ça. Donc, je sais pas, un scoop, on espérait pouvoir le faire là en mars. C'est hors de propos parce qu'il y a trop de complexité côté Médiamétrie qu'il faut le respecter. Et donc, est-ce que ça sera octobre? Est-ce que ça sera mars de l'année prochaine? Mais il y aura aussi, pour illustrer le schéma que je vous ai montré au début, avec la presse, nous aurons besoin d'une étude d'audience reconnue par le marché. J'espère un avis sur la mesure d'audience.
Nous, historiquement, on a toujours préféré regarder ce sujet de manière globale. Et donc, la mesure d'audience pour nous, au niveau mondial, c'est Comscore. Historiquement, on a regardé ce que faisait Médiamétrie. On garde à l'esprit qui sont les actionnaires de Médiamétrie, à savoir les diffuseurs, les groupes audiovisuels. Et on a toujours été vus comme des nouveaux entrants, n'ayant pas forcément, j'allais dire, le même pathos que Médiamétrie. On a d'excellentes relations, on travaille, comme on l'a dit précédemment, à améliorer les résultats, mais au niveau mondial, ce qu'on mesure sur nos serveurs, on est plus proche de ce que d'autres comme Comscore peuvent nous apporter. Donc on a tous intérêt à améliorer, comme on l'a dit précédemment, ces outils. La tâche est difficile, mais regardons quand même ce qui se passe ailleurs qu'en France. Juste un petit mot pour compléter ce sujet. Je crois qu'on a une spécificité en France aux études d'audience, ça s'appelle le CESP. C'est quelque chose qui fait que les audiences en France, le corpus d'études d'audience en France est un des plus sophistiqués au monde. Et je crois que les utilisateurs comme les grands médias sont partis d'un principe, c'est qu'aujourd'hui un nouvel émetteur d'audience, quel qu'il soit, doivent passer par le visa du CESP. Et personnellement, si je faisais une recommandation à faire à Comscore, ça serait d'accepter cette discipline. Il n'y a pas d'ostracisme au niveau des études d'audience. Il y a simplement un corpus qui, je crois, est très sain et partagé avec les utilisateurs et qu'il faut protéger. Donc, nous sommes très actifs au sein du CESP pour aider le CESP à avoir les moyens de faire son travail. Laurent, quand tu vois des opérateurs comme YouTube ou Dailymotion développer des contenus, investir de plus en plus dans les contenus, tu as dit au début de la présentation que Google était un concurrent. Comment une grande chaîne historique aborde cette concurrence, en plus de la TNT, en plus du CapSat? Ça fait. C'est sûr qu'on a beaucoup de choses en même temps. Un choc économique qui frappe l'Europe, la transformation du marché historique de la télévision avec la TNT, l'arrivée bien sûr d'un nouveau média ou d'un nouveau marché qui est celui du digital et de l'Internet. Donc c'est de sacrés défis qui nous sont lancés dans un temps finalement extrêmement réduit. Qu'est-ce que cela montre? D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure avec Daily, où tu l'as évoqué pour YouTube, que des zones de la plus grande compétition, c'est le contenu. Et tout ce qu'on vous a montré, c'est formidable. Plein d'écrans qui se connectent entre eux, qui permettent d'accueillir des campagnes d'annonceurs entre eux. Tout ça dépend ensuite du contenu que vous mettez dessus. Et la grande bataille, la grande compétition, qui est une compétition d'ailleurs d'enjeu national, c'est la bataille du contenu et du contenu premium. Et on voit bien arriver des entreprises nées dans le digital aller ou chercher à aller sur le contenu. Avec d'ailleurs des réussites extrêmement diverses. Je crois qu'il y a eu quelques jours une publication sur les premiers chiffres des, entre guillemets, chaînes thématiques, je ferme les guillemets, qui étaient présentes sur YouTube. Chacun se rend compte que créer une capacité d'audience extrêmement forte, c'est un métier à part entière. Et c'est pour ça que je pense que nous avons, sur ce terrain de la compétition, des atouts extrêmement forts pour pouvoir sécuriser, produire nos contenus. Ensuite, il y a un enjeu national qui est aussi celui de pouvoir adapter l'ensemble des règles du secteur pour que les entreprises françaises puissent être sur ce marché et en compétition à armes égales. Mais l'enjeu fondamental est bien sûr l'accès aux meilleurs contenus, au contenu premium, au contenu événementiel, car c'est celui-ci que les consommateurs français, quel que soit leur écran, veulent voir et veulent consommer. Donc, et puis, vous voyez d'ailleurs, c'est une chaîne assez cohérente. En amont du cycle, vous devez sécuriser, acheter, produire les meilleurs contenus, et en aval, pouvoir diffuser, distribuer sur tous les supports, et si possible, créer en même temps les modèles de valorisation de tout cela. Donc, le point de départ, c'est évidemment, et heureusement, le contenu. C'est bien le cœur quand même de l'entreprise de télévision qu'est TF1 ou d'autres. Réaction de l'ECP sur
L'investissement dans les contenus. Et parce qu'en fait, vous allez quasiment être concurrents en téléconnecté. Dailymotion et TF1 seront côte à côte à terme, non? En tout cas, par rapport à YouTube, hein, nous, on a suivi une démarche totalement différente. On va faire confiance à travers notre studio aux digital natives, ceux qui ont déjà une expertise de ce qu'il faut faire sur des plateformes comme les nôtres, qui ont déjà rencontré un début de succès. On va juste étoffer leurs moyens pour permettre de donner à leur programme une visibilité encore plus grande. On ne fait pas le choix inverse de confier, par exemple, à des sociétés de production audiovisuelle des programmes développés pour Internet. Donc ça, c'est vraiment pour nous quelque chose de clé. Il faut être digital native, pure player, pour comprendre quelles sont les spécificités de notre écosystème. J'avais encore plein de questions, mais je vois les suivants qui attendent. Je vous demandais dans la salle si vous avez des questions éventuellement pour nos invités. Non, je peux en poser une autre alors. J'ai une question pour Pierre. De toute façon, vous avez encore 5 bonnes minutes. Vous avez démarré avec un peu de retard, donc on y va. Et puis surtout, n'hésitez pas pour les questions. Il y a 4 micros filaires, 4 micros volants. Le temps de réfléchir à votre première question. Vous allez tirer à marre en poser une. Voilà. Sur la presse spécifiquement, il y a la question du gratuit payant. Sur TF1, Dailymotion, on est dans des modèles quasiment gratuits à part des exceptions. La presse quotidienne est au cœur d'un débat sur le payant. Comment on aborde ce débat dans le groupe Figaro? On l'aborde de façon très pragmatique, en regardant aussi toutes les expériences qu'on peut voir autour de nous. On a quand même depuis un an se dessine un modèle. Le mot est peut-être un peu fort, ou en tout cas c'est ce qui va nous accompagner pendant les 18 mois qui viennent. D'abord, le journal se vend, ne l'oublions pas. Les diffusions du papier payantes résistent très bien. Donc nous vendons très bien les liseuses PDF numériques. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 200 000 abonnés papier au Figaro. 50 000 d'entre eux ont ouvert leur service numérique. Donc on a amélioré le service qu'on doit aussi à ses abonnés, et 12 000 abonnés numériques. On est en retard, par exemple, comme une marque comme Le Monde, mais ça montre qu'on peut bien vendre ça. Ça entraîne quelque chose, c'est que nous retirons peu à peu les articles du quotidien qui sont sur le site gratuit, mais comme il ne faut pas affaiblir le site gratuit, ça veut dire qu'il faut créer un autre contenu éditorial. Donc ça fait pratiquement 3 papiers par info pour le même journaliste. Le premier, la guerre de la vitesse, pour le mobile, pour le site. Le deuxième, pour le web. Le troisième, pour le papier. Là encore, je ne voudrais pas paraître pour le ravi du village, mais on voit vraiment une vraie lueur dans la presse sur notre capacité à vendre nos contenus. Toujours pas de questions? Ah non, il faut formuler dans l'autre sens. Vous avez une question? Voilà, ce sont quand même 3 gros acteurs. Merci monsieur. 3 gros acteurs, 3 poids lourds. C'est peut-être intimidant, mais surtout très éclairant sur vos propres stratégies. Où était la question? Hop, était là, pardon. Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais vous poser une question au sujet des supports digitaux. Quelles sont vos réponses en parlant de off? Voilà, le off. C'est l'enjeu de demain, et quelles sont vos réponses là-dessus? Moi, j'ai pas compris la question. Comme je suis de la presse, c'est normal. Non, mais c'est vrai que la presse, c'est un petit peu à part, mais moi, j'étais axé au niveau du digital, et l'enjeu de demain se joue autour du offline. Et voilà, je voulais savoir quelles sont votre analyse là-dessus, et quelles sont vos solutions pour apporter du contenu en offline. Je confirme que Dailymotion ne lancera pas de magazine papier. Hein, non. C'est ça. Non, mais comment proposer, par exemple, une synchronisation de vos contenus sur différents devices en mode offline, par exemple, pour... D'accord. Ok, oui. Alors, on expérimente, nous, actuellement, des services qu'on appelle plus de synchronisation, de sync, qui permettent, notamment lorsqu'on est dans le métro, dans le RER, de pouvoir accéder aux informations, et notamment aux vidéos, sans besoin d'avoir un réseau efficace. Donc,
Actuellement, c'est des choses qui fonctionnent, qu'on essaye de populariser en interne, et on attend aussi, c'est plus une question de droit, de voir comment les titulaires des droits d'exploitation voient cette nouvelle utilisation, puisqu'on n'est plus dans le streaming pour la vidéo, mais on n'est plus dans une espèce de téléchargement temporaire. Donc voilà. Mais techniquement, ça fonctionne. On attend une vraie demande de nos utilisateurs pour lancer de manière industrielle ce type de projet. C'était ça. Moi, je voulais juste vous dire quelque chose. Je suis assez surpris. Je crois que nos trois maisons, il y a un chantier qui ne se voit pas, qui est plus ou moins avancé chez les uns, chez les autres. C'est tout le chantier de la data et du CRM. Data pour les contenus, pour savoir ce que nous devons faire sur les contenus. Data pour nos activités de e-commerce, donc l'abonnement du Figaro, c'est du e-commerce. Il y en a beaucoup chez TF1, on a des billetteries de biens culturels. Et bien entendu, data pour la pub, puisque l'initiative qu'on a prise avec nos partenaires de la place, au-delà de vendre aujourd'hui ce qu'on appelle d'ailleurs très improprement les invendus de nos sites, le vrai projet, il est sur la data et sur la capacité de qualifier ou d'ultra qualifier nos inventaires et d'arriver à croiser ce qui était le service historique de nos maisons, c'est-à-dire de la publicité dans un contexte premium, par le meilleur de ce qui peut être produit par un marketing one-to-one. Donc aujourd'hui, sans doute ce qui fera que nous réussissions, en tout cas nous ou pas, sera dans notre capacité à dominer ce chantier-là au service de nos éditeurs et le mettre au service de nos annonceurs. Voilà. Merci Pierre d'avoir conclu sur la data. On est dans les clous par rapport au salon e-marketing. Merci à vous trois et à bientôt. Merci beaucoup, messieurs.